Regardons un petit peu les aspects purement probabilistes dans le viager. Et regardons un petit peu comment se comportent les observations viagères. La première table de mortalité date de 1662. Ah, c'est vieux. Hein. Ben non, pas tellement, parce qu'on a des contrats financiers qui datent du Moyen Empire égyptien. Donc ils faisaient des contrats financiers et viager. On pouvait acheter des rentes au deuxième millénaire avant notre ère. Et comment ils faisaient les calculs, on n'en sait rien, hein, ça devait être bizarre quand même. Et donc, il y a deux Anglais, deux Britanniques, Petty et Grant, qui ont construit, pour la première fois, publication de 1662, les premières vraies tables de mortalité. Ben, les voilà. Si ça marche. Natural and Political Observation, voilà. Bills of Mortality. John Grant. Mais Petty l'a aidé. Hein, donc, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Sur 100 personnes, il en reste 64 au bout de 6 ans, 40 au bout de 16 ans, 25 au bout de 26 ans, 16 au bout de 36. Il y a plein de gens qui ont fait des calculs aberrants sur cette table en se disant « Mais d'où proviennent ces chiffres? Qu'est-ce que c'est? Où est la loi ?» La seule question que ces gens ne se sont pas posée, c'est comment calculait-on au XVIIe siècle? Vous savez qu'on calcule maintenant très facilement parce qu'on a des machines pour le faire. Avant ça, et moi je parle en connaissance de cause, parce qu'étant un dinosaure, moi je n'ai pas toujours connu les machines, avant ça on ne savait pas calculer. Pour faire une multiplication complexe ou une division complexe, on avait besoin d'une table de logarithme. Et on faisait des approximations. Oui, on peut compter depuis qu'on a des machines qui permettent de le faire, parce que notre cerveau n'est pas capable. Oui, on peut faire 4 plus 3, d'accord, mais enfin bon, des vrais calculs dont on a besoin dans la vie actuelle, le cerveau ne peut pas le faire. Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque, on ne multipliait pas encore très bien. On faisait ce qu'on appelait de la duplication. La multiplication par 2. Et vous partez sur 100 personnes, au bout de 6 ans, il y en a 64. Ben, si on regarde 100 et qu'on multiplie par 2 6 fois, ben, on trouve 6400. 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. OK. Et puis on supprime les deux zéros, on a 64. Et si on continue à le faire? Ben, 64, ben, on est à 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Ah, 4096, si on divise par 100. Mais à l'époque, on divisait par 100 sans arrondir, on supprime le 96. Hop, 4096, je regarde les deux premières valeurs, 40, on y est. On va continuer. 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560. On supprime les deux derniers chiffres. 25. Vous pouvez continuer, hein, ça marche. En fait, c'est tout simplement une échelle exponentielle de base 0,64, mais mal calculée. À la fin, ça marche moins bien, parce que là, il a dû arriver à 0, donc il a dû un petit peu chipoter. Mais si vous regardez les 4-5 premiers, c'est tout à fait ça. À l'époque, on faisait de la multiplication par 2, qu'on appelait duplicatio, et on faisait de la division par 2, qu'on appelait manducatio. Et les divisions et les multiplications, ben, on ne les faisait pas encore très bien. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, le système décimal n'était pas encore tout à fait introduit. Hein. On travaillait en base 10 pour les unités, mais on travaillait souvent en base 60 pour les décimales. Hein. Pourquoi en base 60? Parce qu'on peut diviser par 2, 3, 4, 5, 6, pas par 7, 8, 9 et 10 facilement. C'est pour ça que c'était un nombre magique, c'est le nombre par lequel je ne peux pas diviser. C'est mauvais. Rigolo, hein? Et puis, une fois qu'on a eu cette table-là, il y en a eu plein d'autres. Hein. J'en cite quelques-unes, dont celle de Halley, le gars de la comète. Quoi, hein. Pas Bill Halley, Halley, le gars de la comète. Et puis, la première utilisation actuarielle, les calculs de James Dodson aux États-Unis, non, en Grande-Bretagne. Calcul de prix sur base des observations, débouchant sur des faillites retentissantes. Donc, ce n'était pas très bon. Premier modèle, 1830. Benjamin Gompert. Gompert, c'est un Britannique d'origine allemande qui a produit un modèle qui est pas mal. Pourquoi il est pas mal? Parce qu'il a commencé par faire des observations. Alors lui, il a travaillé il y a presque 2 siècles, mais nous, on va un petit peu regarder ce qui se passe ici au niveau de la France en 2010. Parce que là, en 2010, on a tous les chiffres. Je pense même que si vous faites des recherches, l'INSEE a dû publier maintenant des tables un peu plus récentes. Je pense qu'on est jusqu'à 2012. Et donc, on regarde les taux de mortalité. C'est ce que Gompert avait fait. Alors, si vous regardez bien,
Ça ressemble à quoi, cette courbe? Ça ressemble à une exponentielle. Et donc, l'idée de Gompers, dans son modèle, c'est de dire ben, les mortalités, c'est une exponentielle. C'est l'idée de Gompers. Premier modèle, 1830. Est-ce que c'est vraiment une exponentielle? Ben, nous qui avons des machines fabuleuses, on passe au logarithme et on regarde. Ben, si l'exponentielle est ce que j'espère, je dois trouver une droite. Est-ce que je trouve une droite? Ben, vous allez me dire, oui, pour les plus de 30 ans, ça va. Avec pourtant une rupture de tendance en 65. Ben oui, forcément, 65 dans la plupart des pays, c'est maintenant plus en France, mais ça va revenir, c'était l'âge de la retraite. Vous êtes à 60. Hein. En Belgique, on passe à 67. Ah, 67 en Belgique. D'ici 2030, hein, progressivement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est la mortalité globale. On a une forte mortalité infantile. Enfin, forte, elle est de l'ordre de 7 pour 1000. 7 pour 1000. C'est-à-dire presque 1% pour les garçons et presque 0 pour les filles. Hein, parce que c'est des tables mixtes. Ceci. Les petits garçons mourront beaucoup plus souvent que les petites filles. Il y a une forte réduction de 0 à 12 ans. Et puis, il y a ce qu'on appelle une bosse. C'est la bosse des accidents et des suicides. Qu'on n'observe presque pas chez les jeunes femmes. En fait, cette petite bosse est due simplement à la moitié de la population, enfin un peu plus de la moitié de la population, puisqu'il y a un peu plus de garçons que de filles, qui se suicident et qui conduit très mal. C'est la bosse des accidents et des suicides. Ça fait rire la demoiselle, mais c'est vrai. La plupart des problèmes qui sont là, cette bosse-là que vous voyez, parce qu'on a une courbe en J, en fait. Hein, on a une courbe en J avec une bosse. Et cette bosse, c'est les accidents et les suicides de jeunes garçons. Ce n'est pas les filles qui se suicident, hein, contrairement à vous y reçu. Non, non. Et ce n'est pas les filles non plus qui roulent comme des folles au volant, c'est les garçons. C'est assez curieux. Et donc, il y a des choses intéressantes ici dès qu'on passe au logarithme. Hein. Alors, quelques remarques, bosse des accidents, et une croissance grosso modo exponentielle pour les 30-90 ans. Donc c'est pas mal l'idée, hein. Mais en fait, si on oublie la bosse, l'idée c'est quand même une courbe en J. Hein. Courbe en J, c'est pas gai, parce qu'on ne peut pas faire de régression linéaire. Ah, on ne peut pas faire de linéaire, tout à l'heure. Égalité des sexes devant la mort. Là, je me suis amusé à représenter, toujours avec la même base de données 2010 France. Hein. Donc les taux de mortalité des hommes et des femmes. Alors, j'ai mis les hommes en abscisse et j'ai mis les femmes en ordonnée. Je me suis amusé à faire ça. Elle me dit, c'est presque linéaire. Ah oui, c'est vrai, c'est presque linéaire. Là, on a du linéaire, on est content. Mais attention, il y a quand même un truc qui m'embête. C'est que si je regarde les abscisses, elles vont jusqu'à 1,6%. Et si je regarde les ordonnées, elles ne grimpent que jusqu'à 0,7%. Ah, serions-nous inégaux devant la mort? Du point de vue légal, non. Parce qu'un arrêt de justice de l'Union européenne du 1er mars 2011 a sanctionné toutes les compagnies d'assurance qui avaient des tarifications différenciées pour les hommes et pour les femmes. Égalité, attention, pas question de différencier hommes-femmes. Eh bien, mesdames, c'est à cause de ça que vous payez trop cher. Aussi bien en assurance vie qu'en assurance accident. Oui, forcément, hein, puisque vous faites un peu plus d'accidents, mais nettement moins graves, et vous mourrez beaucoup moins. Wow. Alors, on peut se dire, bon, on va essayer de faire des calculs, là, hein. Ici, on a des calculs, il y a des gens, ouais, j'ai une droite, je vais faire une régression. Surtout pas de régression dans ce cas-là. Ça, c'est encore une fois le réflexe, j'ai entendu, oh, une droite, régression. Non, je ne peux pas faire de régression parce que je n'ai pas une variable explicative et une variable dépendante. J'ai deux variables, peut-être dépendantes, mais en tout cas, il n'y en a pas une qui explique l'autre. Donc, je me tourne vers les travaux de Pearson, l'abominable statisticien du début du XXe siècle. Oui, c'est abominable, c'est un sale type, hein, oh, si, il était partisan de l'eugénisme. Non, c'était... Vous savez, les grands statisticiens du 19e et du début du 20e étaient d'horribles bons hommes. Hein. En Belgique, le plus grand des statisticiens était un type abominable, Adolphe Kettler, remarquable au niveau de son aspect scientifique, mais un homme abominable. Il considérait que tous les humains différents devaient être éliminés. Oui, tous les matheux ne sont pas des gens sympas, hein. Ils ne sont pas actuaires tous. Hein. Alors, le best fit, c'est-à-dire le meilleur ajustement possible, c'est l'égalité entre les variables réduites, donc variable moins moyenne sur écart type, et ça donne Y, taux de mortalité des femmes, égale 0,43 fois X, taux de mortalité des hommes. Donc, le taux de mortalité des dames, dans la tranche des 30-90 ans, c'est
43% du taux de mortalité des hommes. OK, messieurs, le sexe fort, c'est pas nous. Alors, comment va-t-on un petit peu modéliser tout ça maintenant? Ben, l'idée, c'est de se dire qu'on va travailler comme Grant et Patty avec des tables de survivants. Alors, partout dans le monde, on appelle ces tables les tables de L, sauf en France, où on appelle ça la table de S, parce que c'est persons left, et en français, c'est table des survivants. Donc, partout dans le monde, vous allez voir LX comme table, sauf en France, où on voit SX. C'est pour ça que j'ai changé, vous voyez, j'ai mis des S, oui, c'est chouette. Et donc, on va essayer, à partir d'une population fictive de départ, de regarder quels sont les survivants. Ben, comme avait fait Grant et Patty, tout à fait. Et on va définir un taux instantané de mortalité. Qu'est-ce que le taux instantané? Ben, c'est le nombre de morts, Sx moins Sx plus delta X, relativement au nombre de vivants au départ, donc j'ai un taux de mortalité, mais par unité de temps, donc je divise par delta X, et je veux l'instantanéité, donc je fais tendre delta X vers 0. Et donc j'ai encore une fois une quadif que je vais essayer de résoudre. L'idée de Gompertz, c'est de dire que ce taux μx était une exponentielle. Ça ne marchait pas bien. En 1860, William Makeham, un actuaire britannique, corrige et dit il y a moyen de faire mieux, il y a moyen de considérer qu'il y a un taux de décès accidentel qui est constant pour l'âge, grand A, et un taux de décès dû au vieillissement qui est une exponentielle. Et donc on a là le premier bon modèle d'actuariat, 1860. Une constante plus une exponentielle. Ce qui donne pour la table des survivants un truc qui n'est pas tellement sympathique parce que c'est une exponentielle négative d'exponentielle. Et ça, le nombre de gens qui se plantent quand on a une exponentielle d'exponentielle, c'est assez amusant, parce que j'ai même vu des professeurs d'université qui se trompaient en disant « mais ça n'existe pas, enfin, A exposant B exposant C, c'est A exposant B exposant C ». Mais non, c'est pas la même chose. Ça dépend où on met la parenthèse. Donc ici, on a une exponentielle négative d'exponentielle. Et qu'est-ce que ça permet de démontrer? Ben, un truc absolument génial, c'est que les probabilités de survie ont exactement même structure que les processus d'actualisation. Ah, c'est quoi l'actualisation? Ben, c'est la capitalisation vers le passé. Ah oui. Et donc, au lieu d'avoir E exposant moins l'intégrale de R, on a E exposant moins l'intégrale de mu, taux de mortalité. On a exactement même structure viagère et financière. C'est génial, hein? Et donc, on va pouvoir enfin construire quelque chose qui est pas mal. Ce n'est pas encore fini, mais là, je vais arrêter pour aujourd'hui parce que sinon... Voilà un processus de capitalisation qu'on peut utiliser dans le cadre de l'actuariat viager. Les taux de mortalité sont-ils constants? Voilà les hommes. Là, on voit les bosses sont plus grandes. Hein. Ça, c'est rien que les hommes en France, entre 1980 et 2010. Là, les bosses sont grosses. Hein. Et on constate en tout cas que le taux diminue régulièrement. Donc, il faut travailler. Il faut construire des modèles évolutifs. Il y a tout un champ de recherche. Et donc là, encore une fois, on attend les chercheurs. Hein, parce que les mortalités prospectives, il y a toute une série d'articles qui sont publiés, mais aucun ne marche. Aucune théorie actuelle ne donne des résultats qui sont vraiment utilisables. Et d'ailleurs, j'ai participé à un groupe de recherche en Belgique. On a proposé ça au législateur qui nous a dit non, 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 on va garder ce qu'on a parce que c'est vraiment un truc qui n'est pas mieux et qui est beaucoup plus compliqué. Alors, au niveau des accidents, alors j'ai ici une statistique française d'avant le permis à points. Les statistiques après sont plus intéressantes. Donc 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 accidents, nombre d'assurés, nombre d'accidents, ben, on a à peu près sur 450 000 assurés, 81 000 accidents par an. L'idée, c'est d'utiliser une distribution d'événements rares. Et donc de se dire, il y a un certain taux d'accidents par an, ici à peu près 16-17% en France, avant le permis à points, maintenant c'est la moitié. Hein. Pour un intervalle, la probabilité va valoir un intervalle court, plus court, lambda delta t. La probabilité d'avoir un accident par an, c'est 17%, par mois, c'est 12 fois moins, par semaine, c'est 52 fois moins, et par jour, c'est 365 fois moins. Et donc, on va construire une distribution binomiale. Les distributions binomiales sont généralement écrites avec des factoriels. C'est une aberration, hein, parce que ça ne marche jamais. Parce que la factorielle tend vers plus l'infini. Et de l'autre côté, vous avez des exponentielles de base inférieure à 1 qui tendent vers 0. Donc, quand on a ça, la première expression, on ne peut rien calculer en général. Hein, pourvu que delta t soit un petit peu petit, que n soit un petit peu grand, c'est incalculable. Hein. Ou alors, c'est calculable avec un niveau d'erreur. C'est pour ça qu'on utilise des distributions approchées.
Par contre, si on simplifie, là, ça devient calculable. Ça devient calculable parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la probabilité de faire 0 accident, 1 accident, 2 accidents, et c'est tout. Moi, je n'ai pas besoin du reste, moi. Et ça, c'est facile à calculer. Et vous allez me dire, delta t, qu'est-ce que c'est? Delta t, c'est 1/365e, puisque je vais travailler par jour. Lambda, qu'est-ce que c'est? C'est le taux d'accident observé, c'est 17%. Et donc, si je regarde ce qui se passe, ben voilà, ça s'est relativisé en fréquence, le même exemple que tout à l'heure, j'ai 17,8% d'accidents. Ben, je regarde une chose, c'est qu'en utilisant le modèle binomial, il est parfaitement calculable. Il est calculable, mais il n'est pas bon. Parce que les fréquences, quel que soit le choix, mois, semaine ou année, 12, 52, 365, les fréquences sont toujours sous-évaluées pour un accident, hein, 15, 14,9, 14,9, 13,6, et manifestement, il y a un problème. Là, je devrais avoir moins de personnes qui ont un accident, mais je devrais en avoir beaucoup plus qui en ont 2, 3, 4, 5. Puisque regardez, au niveau de 5 accidents, tous les modèles donnent 1 sur 1 million, et moi, j'en observe 51 sur 1 million. Donc le modèle ne marche pas. Waouh! Pourtant, c'est le modèle qui est utilisé. Hein. Alors, Poisson, Siméon Denis Poisson, chirurgien raté, il tuait tous ses malades. Mais très bon mathématicien. C'est pas une blague, hein, il tuait tous ses malades. Si. Chirurgien raté, il était très mauvais. Chaque fois qu'il opérait quelqu'un, c'est pour ça qu'il est devenu mathématicien. Donc, il y a des gens qui étaient chirurgiens et qui ont tué tous leurs malades, peut-être dans l'auditoire, ils vont devenir de bons mathématiciens. Et donc, il va faire un passage à la limite. Ça, c'est le théorème de Poisson. Je vais passer. Ça ne marche pas mieux. Que vous utilisiez la distribution binomiale ou Poisson, ça marche aussi mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de la recherche. Il faut introduire des distributions un petit peu plus rigolotes, qui sont les distributions mélange. Donc, on a un nombre d'accidents qui est une variable, et on a un taux moyen d'accident qui est une seconde variable. Ah oui, parce que chacun d'entre vous a une probabilité d'accident différente. Il y a des gens qui conduisent bien, hein, prudemment, il y a des gens qui conduisent comme des fous. Je ne sais pas qui est qui, hein, ça m'est égal. Et donc, chacun a un lambda. Et donc, ces lambdas sont distribués d'une certaine façon. Ce que moi, j'observe comme probabilité d'accident, c'est une moyenne des probabilités d'accident de chacun d'entre vous, selon une certaine distribution de mon portefeuille. Alors là, c'est un petit exemple, je passe. Et on peut jouer, et ça c'est très chouette, parce qu'il y a plein de travail à faire au niveau de la recherche avec toutes les distributions Poisson-mélange. On peut mettre une exponentielle négative, on peut mettre une V-bulle, on peut mettre une Erlang, une binomiale, une inverse normale, une Pareto. On peut mettre toutes les distributions de probabilité à valeur dans les réels positifs, hop, et regardez, ça donne au niveau des mélanges. Et alors, ce qui est embêtant, c'est que chaque pays a ses propres normes, ses propres modèles, et qu'il n'y a pas encore le modèle universel. Donc, on vous attend au niveau de la recherche. Alors, voilà. Ça, c'est le vrai problème, c'est ce qu'on appelle les fat tails en américain. Fat tails. Les queues grasses. Ah, c'est pas beau, hein. Les queues grasses. Oui, c'est parce qu'en fait, les queues de courbe observées sont toujours beaucoup plus grasses que les queues de courbe théoriques. C'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup plus de gens qui font 4-5 accidents que prévu par les modèles. Et donc, ce qui marche bien ici, l'exponentielle négative, elle n'est pas trop mauvaise par rapport à l'inverse gaussienne, à la gamma ou à l'Erlang.